une chose fascinante que j'ai eu la piqûre immédiatement, c'est les hackathons. Je crois que c'est le cas de beaucoup, beaucoup d'autres personnes. Et juste le fait que autant de personnes apprécient cet esprit de créer un projet en équipe, c'est un témoignage de à quel point les hackathons, c'est efficace pour trouver des personnes avec qui tu travailles bien, pour avoir du fun, pour créer un projet justement qui est très important pour toi. Alors nous voilà sur le 5e épisode de Tout commence ici. Je suis extrêmement enjoué de recevoir Justin Bax aujourd'hui avec nous à la veille de la rentrée scolaire. Des sujets qui vont être hyper pertinents. J'ai hâte qu'on découvre un peu plus sur ton background, en apprendre plus sur toi, aussi bien de tes débuts à Vanier que jusqu'à ton départ pour Waterloo. Comment tout ce processus-là s'est passé, puis avoir un peu des tips pour ceux qui veulent se lancer en informatique aujourd'hui. Oui, je suis très content d'être ici. Merci de m'accueillir comme ça. Alors peut-être Justin, si tu veux, en fait juste pour backtracker un peu notre relation, on a eu l'occasion de collaborer ensemble sur Tailed. J'ai énormément apprécié de travailler avec toi. Tu es quelqu'un avec qui je veux continuer à travailler dans le futur, donc justement à travers cette conversation, on aura peut-être l'occasion de toucher un peu sur ce projet-là. Mais à part ça, de ton côté, qui est Justin? D'où tu viens? C'est quoi tes passions? Si tu veux un peu nous présenter qui tu es. Ben, moi, c'est Justin Bax. On va commencer par l'histoire récente. Récemment, j'ai commencé au Collège Vanier. Il y a 1 an, en fait, j'étais dans le programme Computer Science and Mathematics. Fait que c'est ça, j'ai été passionné par l'informatique depuis très, très, très longtemps. Et dans le futur étant dans 2 jours, je vais rentrer à l'Université de Waterloo dans le programme de Software Engineering. C'est quelque chose que j'ai beaucoup, beaucoup attendu dans ma vie, que j'ai beaucoup travaillé pour, et je suis vraiment content d'avoir pu atteindre ce but-là. Autrement, moi, ma passion, ça a toujours été évidemment l'informatique. J'ai commencé, contrairement à beaucoup de personnes que je vois autour de moi qui ont commencé peut-être il y a 2-3 ans, moi, j'ai eu la chance de découvrir ça très jeune. Je pense que j'avais 12 ou 13 ans, à l'école primaire. J'ai commencé par découvrir des langages par rapport. Je pense que j'ai commencé en HTML puis CSS. Je faisais des sites dégueulasses. Je pense qu'on a tous commencé comme ça. Oui, je recommanderais à tout le monde de faire du code dégueulasse quand il commence. C'est sûr que ça va arriver. Mais oui, c'est ça, j'ai été très chanceux de découvrir ça jeune. Et dès que j'ai commencé, avant même de voir l'industrie, le travail, le marché du travail, je savais que c'est ça que je voulais faire dans la vie, simplement parce que j'aimais autant ça. Puis tu sais, quand tu as 12 ans et que tu trouves quelque Cool. chose à faire dans la vie, ben, tu te dis, ça va être ça ma carrière. Je suis vraiment content de l'avoir trouvé. Wow. Tellement de choses qui me passent par l'esprit là quand je t'entends parler de ton histoire, comment tu as commencé, etc. Si je peux me permettre, du coup, tu dis que tu as commencé ou tu as eu la chance de découvrir l'informatique aux alentours de 12-13 ans. Pourquoi tu as découvert l'informatique à 12-13 ans? Est-ce qu'il y avait un événement en particulier, une personne, un environnement? Sincèrement, là, c'est peut-être pas une réponse très satisfaisante, mais je dirais non. C'est une collection de tant de... que ce soit des traits de personnalité, que ce soit des aventures personnelles. Il n'y a aucun événement particulier qui m'a poussé vers ça. Simplement, vous allez entendre ça de beaucoup de personnes, mais étant jeune, j'ai gossé beaucoup avec des ordinateurs, joué aux jeux vidéo. Puis ça m'a fait pousser à des fois rentrer un peu plus profondément dans les systèmes d'exploitation, tout ça. Et je me suis dit un jour, pourquoi pas faire mes propres affaires au lieu de juste utiliser ce qu'il y a. Incroyable. Et du coup, c'est vrai que j'imagine commencer tôt, ça peut être un avantage. Te plonger dedans, de savoir ce que tu veux, d'avoir cette drive-là, de dire ok, ben, comme c'est ce que je veux faire, je peux y penser un peu d'avance. Qu'est-ce qui t'a emmené du coup de tes 12-13 ans à aller jusqu'à Vanier, si on peut un peu toucher cette période-là? Qu'est-ce qui m'a amené à aller à Vanier en particulier ou juste continuer en informatique? Ben, pas juste Vanier, mais genre le processus de 12-13 ans, de se dire ok, ben, je vais aller jusqu'à Vanier, puis bon, tout le processus après d'éducation, mais est-ce que, juste pour moi, ma connaissance personnelle, puis peut-être pour ceux qui sont curieux, est-ce qu'il y a des cours qui sont offerts entre justement quand tu découvres ces passions-là très, très jeune et le moment où tu as vraiment accès peut-être plus au niveau collégial, universitaire? Est-ce que tu as eu du support dans la communauté ou quelque chose? Oui, absolument, j'ai eu du support. Pas du support de personnes en particulier. Je dirais que je suis une des seules dans ma famille qui a cette piqûre-là de l'informatique.
mais plutôt du support d'Internet. On s'entend que l'informatique, c'est un des domaines avec le plus de documentation et avec le C'est plus de vrai. possibilités d'apprendre en ligne tout seul. Fait que j'ai eu évidemment beaucoup, beaucoup de support là-dessus. C'est comme ça que j'ai commencé à apprendre. Et toute ma vie, jusqu'à l'année dernière, quand j'ai commencé en informatique, toute ma vie, j'étais self-learned, comme on dit. J'apprenais par moi-même juste parce que j'aimais ça. Wow. Et du coup, un petit peu pour continuer à découvrir un peu plus, Vanier, ça a été pas mal le début de ton éducation formelle sur l'informatique. Ça a été comment pour toi un peu ce processus-là? C'était très bizarre. Je trouvais qu'il s'acharnait un peu sur des choses que je trouvais pas très importantes. Des questions très théoriques. Euh, pas des questions théoriques importantes, mais plutôt des questions théoriques que ce sont des détails, que l'important c'est de savoir le concept. Mais à la fin, ici, tu trouves pas le bon mot si tu dis tel autre mot au lieu de le mot qu'ils voulaient. Ils vont te dire, oh non, c'est pas bon, alors que pourtant tu connais les concepts. Tu sais. Fait que ça a été pas mal un choc de découvrir que c'est pas vraiment orienté dans la même direction. Le focus, c'est pas construire des affaires. Le focus, c'est apprendre des concepts abstraits. Apprendre, évidemment, ton premier cours, le focus, c'est simplement apprendre un langage de programmation. Fait que ça, on s'entend, c'est pas beaucoup un choc. Mais à partir du deuxième cours, quand on commence à apprendre le Object-Oriented Programming, là, j'ai vraiment trouvé que c'était un peu trop théorique et pas assez pratique. Je pense que c'est aussi ton parcours va un peu démontrer tous ces aspects-là de OK, en classe, on a eu un peu l'aspect théorique, on a eu des projets, on a eu sûrement plein de trucs intéressants. En dehors de ces cours-là, tu as fait beaucoup de travail personnel qui, je pense, vont venir chercher plus tes intérêts du côté pratique. Est-ce que tu peux nous en toucher un mot un peu là-dessus? Est-ce qu'il y a des projets marquants que tu as fait que... Évidemment. Moi, une des choses que je crois les plus sincèrement, c'est que les projets que tu fais doivent être des projets que tu veux faire. Tout le monde fait des choses comme des to-do apps, des web applications qui font une affaire que tout le monde fait. On s'entend que tu vas pas vraiment avoir le goût d'utiliser ta propre application. Fait que moi, les seuls projets personnels que je fais, c'est parce que je veux les faire. C'est un concept que je trouve très, très, très intéressant. C'est quelque chose que je veux utiliser dans ma propre vie ou que je pense que plein de personnes vont vouloir utiliser dans leur vie. Par exemple, un de mes plus gros projets, un émulateur de la Nintendo de 1987, je crois. Une vieille console. J'ai créé un émulateur de ça, from scratch, à partir de rien. Puis j'ai fait ça simplement parce que j'adore les choses rétro. Fait on s'entend, je jouais déjà à des jeux rétro sur la NES. Je jouais à Super Mario Bros, à Tetris, peu importe. Puis je me disais, oh, comment ça marche une NES? Fait que là, on rentre dans le rabbit hole. Là. Comment ça marche? C'est quoi les composantes qu'il y a à l'intérieur? Puis là, on commence à apprendre comment un processeur marche internement. Parce que oui, on sait que ça s'appelle un CPU, mais en, en, pratiquement comment ça marche. Fait que apprendre toutes ces affaires-là, c'est quelque chose que je crois m'a beaucoup aidé, même si on le voit pas directement, genre dans ma programmation de tous les jours. Le fait que je sache les composantes internes de la NES, évidemment, ça va pas m'aider. Mais il y a tant de choses que j'ai réussi à apprendre à travers ça. Surtout comment un ordinateur fondamentalement marche. Et que ça m'a aidé à apprendre les fondamentales de l'informatique, évidemment, mais aussi un peu d'histoire de l'informatique. Parce que c'est une console aussi vieille, 1987, je crois. Ça donne l'occasion de revenir en arrière et d'être témoin de l'évolution qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui. Puis pour revenir sur pourquoi j'ai fait ce projet-là, j'ai dit que c'était parce que je voulais l'utiliser. Je crois sincèrement que si tu ne veux pas utiliser ton propre projet, c'est assez inutile. Moi-même, à chaque fois que je veux jouer à un jeu rétro, je prends mon émulateur, je le compile, je rentre le jeu dedans, puis j'ai bien du fun. C'est un bon point que tu apportes. Je trouve que, si je peux me permettre, on me pose beaucoup la question quand on est jeune, oh, j'ai pas d'idée de projet, etc. Ça peut être vrai, mais je trouve que de s'asseoir 5 minutes, de réfléchir qu'est-ce que je fais à tous les jours et comment je pourrais appliquer la technologie dans mon quotidien, que ce soit par des jeux rétro, par de l'automatisation de tâches, parce que justement c'est cette passion-là de dire ah, je trouve que ce site web il est joli, j'aimerais développer des compétences qui ressemblent à ça. Peu importe en fait, il n'y a pas tant de
de limites à ce qu'on peut faire, mais de se poser la question qu'est-ce que j'aime faire et d'adresser ce problème-là plutôt que de dire je vais faire comme les autres. Je pense que ça vient apporter une dimension un peu différente sur la passion qu'on va mettre sur le projet, l'énergie qu'on va déployer, puis la fierté qu'on va avoir aussi par rapport à ça. Oui, absolument. C'est sûr qu'à la fin de la journée, il faut trouver une balance. On peut pas seulement faire des projets qui nous excitent. À la fin, si tu veux une carrière en informatique, ce que tu veux, c'est un job, tu veux un travail. Fait que, faut trouver une certaine balance. Mais moi, je crois que la balance penche beaucoup vers la passion, vers ce que tu veux construire, ce qui t'intéresse dans la vie. Parce que, au final, que tu fasses un projet simplement pour essayer de trouver un emploi ou que tu fasses un projet parce que ça t'intéresse spécialement, à la fin, tu vas apprendre à peu près les mêmes choses. Puis même si c'est deux aires de la programmation complètement différentes, si on fait un projet qui nous passionne, par exemple, moi, c'était un émulateur en C, c'était très low level. J'ai fait ça parce que j'aime aller dans le low level. Puis on s'entend que mon emploi que je veux dans la vie, c'est un emploi de low level. Fait que, en plus de ça, si tu fais des projets qui te passionnent, ça va t'aider à t'enligner vers des jobs qui te passionnent. Si tu fais des projets qui ne te passionnent pas, ça se peut que ton emploi que tu trouves, ce ne soit pas vraiment dans ton sous-domaine que tu préfères. Oui, c'est hyper pertinent. Justement, ta passion va aussi nourrir ce que tu veux développer comme compétence pour ton futur emploi. Et c'est un peu l'œuf et la poule. C'est parce que tu as fait autant de projets qui te passionnent dans une certaine stack, un domaine qui te passionne, que tu développes les compétences pour aller chercher la job dans ce domaine-là. C'est un peu c'est du feedback positif un peu sur tout ça. Si le newest trendy thing c'est l'AI et que c'est vraiment quelque chose qui te passionne, fais des projets en AI plutôt que faire des projets en web peut-être. Oui, évidemment. C'est vraiment... Je crois sincèrement qu'en informatique, c'est tellement un domaine très, très large. Tu peux aller en cybersécurité, tu peux aller en AI, comme tu dis, en développement web, en low level, en embedding. C'est tellement, tellement vaste que après avoir tout essayé, ou presque tout, c'est sûr que tu vas trouver une aire qui t'intéresse plus. Puis rendu là, c'est juste un jeu de fais des projets qui te passionnent là-dedans, puis tu vas développer l'expérience, que tu le veuilles ou pas. Si on transitionne un peu sur faire des projets, admettons, on manque vraiment de motivation, etc. La première chose qui me vient en tête, c'est aussi de se rapprocher des gens qui partagent la même passion que nous. Ce serait quoi un peu tes astuces ou qu'est-ce qui a fonctionné pour toi pour te connecter avec des gens qui partagent la même passion? Ben moi, pour tout le début de ma vie en informatique, j'étais tout seul. C'est assez triste quand j'y pense en rétrospective, mais j'étais vraiment tout seul. J'étais tout seul dans ma famille, j'étais tout seul dans mes amis. Et ce qui m'a vraiment ouvert les yeux, c'est quand je suis rentré à Vanier. Parce qu'évidemment, tu rentres dans un programme que c'est juste de l'informatique, tu vas être entouré de personnes qui aiment ça, l'informatique. Mais plus particulièrement, une chose fascinante que j'ai eu la piqûre immédiatement, c'est les hackathons. Je crois que c'est le cas de beaucoup, beaucoup d'autres personnes. Et juste le fait que autant de personnes apprécient cet esprit de créer un projet en équipe, c'est un témoignage de à quel point les hackathons, c'est efficace pour trouver des personnes avec qui tu travailles bien, pour avoir du fun, pour créer un projet justement qui est très important pour toi. Fait que c'est ça, c'est surtout les hackathons qui m'ont aidé à connecter avec des personnes. Je me suis trouvé plein d'amis. C'est comme ça que je trouve mes équipes de nos jours. Si je pense qu'on a une responsabilité aussi d'expliquer ce que c'est des hackathons. Je pense que c'est un terme qui porte préjudice à vraiment ce que c'est derrière. Est-ce que tu pourrais donner un peu ta définition d'un hackathon, ce que ça représente concrètement, plus en détail? Les gens s'imaginent qu'on hack des trucs, mais je pense que le terme n'est pas... Ce n'est pas du tout ça. En fait, la compétition pour hacker des trucs, on appelle plus ça des capture the flag. J'en ai jamais fait. Mais des hackathons, en fait, c'est des événements de 24, 48, des fois peut-être 3 jours, où tu te mets en équipe, que ce soit 2, 3 ou 4. Habituellement, c'est des équipes maximum de 4. Et on construit un projet à partir de zéro, en essayant de remplir une prompt qu'on nous donne au début de la fin de semaine. Fait que le format, c'est surtout, tu arrives, que ce soit vendredi ou samedi, tu arrives, tu formes tes équipes, ou peut-être que tu arrives avec des équipes déjà formées.
présentation, il y a des sponsors, il y a plein d'employeurs partout que tu peux aller faire des connexions avec. On te donne la prompt pour la fin de semaine, tu commences à travailler. Il y a des personnes qui restent à programmer toute la nuit, qui dorment pas. C'est pas très recommandé, mais tu peux le faire, c'est seulement 24 heures. Puis le but, c'est de construire un projet à partir de zéro pendant la fin de semaine, de présenter ça à une équipe de juges. Puis ce qui compte surtout dans les hackathons, c'est pas seulement à quel point ton produit est fini ou à quel point ton produit est techniquement complexe. Évidemment, ça rentre dans le jeu, mais une des grosses parties, c'est l'originalité. Si on trouve une solution très intéressante au prompt qu'on nous a donné au début de la fin de semaine, ça donne beaucoup de points. C'est un exercice que j'aime énormément, que je recommande à tous les étudiants qui passeraient le parcours d'informatique. Pour en avoir fait beaucoup, pour avoir été témoin de beaucoup d'étudiants qui le font, c'est pas non seulement un endroit où on pratique nos skills, mais c'est un endroit où on a du fun, on rencontre des gens, on commence à développer notre réseau. C'est un peu la compilation de tout ce qu'on s'attend dans l'informatique, c'est de se réunir avec les gens qui sont passionnés par la même chose que nous et d'avoir du fun. Oui, exact. Mais ce que je recommanderais, tu disais, il y a tellement de choses que tu peux faire à un hackathon, que ce soit développer des connexions, que ce soit améliorer tes skills déjà existants ou apprendre des nouveaux skills. Il y a tellement de choses que tu peux faire que je crois que tout le monde devrait arriver à un hackathon en sachant exactement c'est quoi leur but. Parce que plusieurs personnes différentes peuvent avoir des buts complètement différents. Il y en a qui vont vouloir apprendre une nouvelle stack. Il y en a qui vont vouloir pratiquer leur stack qu'ils connaissent déjà. Il y en a d'autres même qui vont juste vouloir gagner pour collecter le plus de trophées possible. Puis il y en a d'autres qui viennent juste pour la bouffe aussi. C'est vrai, hein? La nourriture souvent est gratuite, fait partie du package des hackathons. Ouais. Puis non, c'est ça, c'est assez dur, même dans la vie en général, c'est assez dur de réussir à aller loin si tu n'as pas des buts précis. Fait que je crois que ça s'applique surtout à hackathon. Tu as tellement de choses que tu peux faire qu'il faut choisir quelque chose. C'est quoi mon but cette fin de semaine? Qu'est-ce que je veux faire? Puis travailler vers ce but-là. C'est très sage de ta part, justement, d'être capable de discuter de toutes les étapes prérequises avant, après, d'ouvrir la porte à ce que c'est les hackathons. Les hackathons, c'est un format qui existe souvent dans chaque école, chaque université. Chaque école un peu est famous pour leur propre version. Donc c'est cool de pouvoir justement participer. Puis, corrige-moi si je me trompe, mais justement, au-delà de participer à celui qu'on a disponible à notre école, on est aussi encouragé à faire tous ceux qui sont disponibles dans la communauté. Et Montréal est très riche de ça. On a énormément d'écoles en informatique, de programmes, énormément d'options. C'est quoi un peu tes hackathons préférés que tu as pu faire jusqu'à aujourd'hui, si tu veux en nommer quelques-uns? Note personnelle, j'ai une réponse très claire à ça. Mon hackathon préféré de tous les temps, c'est le McGill Physics Hackathon. McGill est connu pour avoir plusieurs hackathons différents à chaque année. Celui de physique, c'est le seul auquel j'ai participé et c'était absolument incroyable. Une des choses que j'aimais le plus, c'est que les autres hackathons que je participais en général, c'est surtout des prompts très généraux. C'est quelque chose comme aide les personnes à trouver une job en informatique. Puis là, tout le monde commence à faire, je sais pas, des applications web ou peu importe. Mais le hackathon de physique de McGill, évidemment, dans le nom, ça dit physique. Fait que de base, c'est très, très, très précis. C'est très focusé sur une certaine ère. On peut faire des simulations, on peut faire des jeux qui sont inspirés de la physique. Puis il y a même des personnes qui sont pas du tout en informatique qui viennent là, que c'est des étudiants en physique. Ils sont pas en informatique, c'est la première fois qu'ils programment. Fait que c'est vraiment très intéressant d'aller au-delà de ce qu'on connaît déjà et d'aller voir des aires plus précises. Évidemment, une autre partie de pourquoi j'ai aimé ça, c'est mon équipe. Avoir des amis comme équipe de hackathon, tu peux pas battre ça. Mais ouais, en général, c'est beaucoup l'aspect de physique, de focusser, de rencontrer des personnes d'autres domaines que j'aimais. Le pluridisciplinaire apporte une profondeur de réflexion qui est hyper pertinente, justement, d'être confronté à d'autres cultures, d'autres façons de penser, aussi bien une culture scientifique qu'une culture de personnes avec des backgrounds différents. Donc, ouais, très bon conseil. Je peux que recommander aussi. Puis, ça va être bête à dire, mais dans les hackathons plus traditionnels, on voit souvent beaucoup de projets web, ce qui est un peu plus accessible pour commencer. Puis, pour avoir été juge ou mentor dans les hackathons,
Ce qu'on remarque, c'est que justement, si quelqu'un arrive avec des projets un peu plus hardware, qui apportent un peu une twist originale, j'ai vu des projets même qui utilisaient de la science, des propriétés physiques de science pour pouvoir faire des projets. Ça apporte une twist originale, justement. On parlait de l'originalité, ça se démarque. Pas nécessairement par rapport à la solution, mais par rapport à la stack technique qui est utilisée. Absolument. Puis aussi, on parlait de passion il y a quelques minutes. C'est tellement plus facile de développer un projet de hardware. C'est ce qui t'intéresse, c'est le hardware puis le embedded programming. Fait qu'au hackathon, même si tout le monde fait des applications web, si toi ce que tu veux faire c'est du low level ou du hardware, vas-y, fais ça. Ça va juste apporter encore plus de points d'originalité, ce qui est toujours bien. Si on peut aussi étendre, il y a les hackathons, bon ça c'est une branche, mais il y a plein d'autres choses qui se passent sur la scène technologique au collège, à l'université. Je pense que la première chose qui me vient en tête, c'est les associations techniques, les clubs. Dépendamment des écoles, il y en a qui en ont beaucoup sur différents sujets, des trucs plus ou moins sérieux même. Je pense que Vanier, il y en a quand même quelques-uns qui peuvent sortir du lot et dans lesquels tu as pu faire partie. Est-ce que tu peux étendre un peu là-dessus? J'en ai participé à un en particulier. C'est le club de open source, le FLOSS Club pour Free Library Open Source Software. C'est un club que j'ai absolument adoré. Et l'histoire, comment j'ai découvert ce club-là, est assez intéressante. Ce n'est pas un club officiel à Vanier, parce que il y a environ 3 membres actifs. Quand je suis arrivé, bon, il y a peut-être quelques dizaines de personnes dans le Discord, mais des personnes actives, il y en avait 3. Et j'ai vu ça, je me suis dit, oh, comment je vais faire pour devenir actif là-dedans? Est-ce que je veux vraiment? Donc, j'ai vu dans le Discord qu'il y avait un meeting qui allait prendre place pour un événement qu'ils allaient hoster dans un mois peut-être. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai jump on the call. J'ai juste joint le meeting sans que personne me connaisse. Je suis arrivé dans un meeting avec 3 personnes, 3 amis qui se connaissaient super bien. Une professeure à Vanier, puis 2 personnes qui ont déjà gradué de Vanier. Fait que j'étais en plus le seul étudiant de Vanier qui était là. J'avais jamais entendu leur nom, je les connaissais pas. C'était assez malaisant. J'imagine. Oui. En rétrospective, c'était très malaisant. Mais pour de vrai, même avec tout le malaise que j'ai eu, c'est quelque chose que je recommande à tout le monde. C'est un club tellement petit et je dirais même obscur un peu que c'est tellement facile de t'impliquer. Je suis rentré là, ils m'ont dit « Oh, wow, quelqu'un de nouveau. Qu'est-ce que tu veux faire? » Là, je lui ai dit, j'avais une idée, je voulais faire un workshop sur les Raspberry Pi. Ils m'ont dit « Oh, cool, super cool. » Puis à travers les semaines, je les ai rencontrés. On s'entend que c'était juste nous 4. Fait que c'était très, très facile de s'impliquer. Puis on a fini par faire des projets très gros. Puis je suis maintenant un membre très actif. Je fais partie de la famille, tu comprends. Fait que des fois, passer à travers le malaise initial d'essayer de rencontrer des nouvelles personnes, que c'est des petits groupes très intimes, ça vaut tellement, tellement la peine que je crois que c'est beaucoup mieux que d'aller dans un des gros clubs de plusieurs dizaines de personnes qui sont très officiels, très structurés. Il y a la place pour les deux, 100%. Et le fait d'aller dans un groupe plus petit, justement, chaque personne compte, pas pour le nombre, mais pour l'individu qu'elle est et ce qu'elle apporte. Apporter des idées nouvelles, faire vivre la passion. Souvent, ce qui est dur dans ces petits groupes-là, c'est d'exister à travers le temps. Donc, justement, chaque personne qui se joint est hyper cruciale et hyper importante. J'imagine qu'ils ont adoré t'avoir à leur côté et que tu as pu te faire des amis pour de longue date maintenant. Oui, en effet. Les connexions que tu fais dans des petits clubs, c'est des connexions qui vont être là pour très longtemps. On apprend à se connaître très intimement. On se rencontre plusieurs fois. C'est quelque chose de vraiment incroyable, je dirais. Puis de créer des connexions moins superficielles, je dirais. Justement, là, tu parlais d'un professeur, des alumni. Tu as l'occasion aussi d'étendre ton réseau à travers leur réseau parce qu'ils te connaissent, parce qu'ils t'apprécient. Si un jour tu es dans le besoin et qu'ils ont l'occasion de t'aider, c'est sûr qu'ils vont pouvoir le faire. Puis vice-versa aussi, bien évidemment. C'est créer des connexions, des meaningful connections. Ça peut t'aider dans ta carrière, pas nécessairement tout de suite, mais à des moments inopinés dans l'avenir. Absolument. On ne sait jamais c'est quand qu'une de ces personnes-là va venir te voir puis dire hey, j'ai un projet ou un emploi qui pourrait t'intéresser vraiment beaucoup. Puis ça peut tellement, tellement aider dans le futur. Puis aussi, même, j'ai vécu ça dans le présent. J'ai déjà vécu ça. L'enseignante qui faisait partie de la gang de 4 dans le club,
elle m'a un peu mentoré, je dirais, dans tout l'univers de l'open source. On s'entend, c'est le club d'open source, fait que c'est sûr que c'est ça qu'on fait. Mais moi, j'étais complètement nouveau là-dedans. J'en avais jamais fait et j'ai quand même réussi à trouver le courage de rentrer là-dedans, de rentrer dans cet univers-là. Puis, étant donné que c'est aussi petit, c'est très, très facile de recevoir l'aide et le mentorat qu'on a besoin. Ça m'a permis de vraiment découvrir ça. Découvrir surtout les aspects non-code du open source. L'open source, c'est quand même quelque chose qui peut être intimidant. Quand on se lance, c'est quand même un vaste monde. On s'attend à tous les gourous sur Internet qui font des contributions sur des gros repos, des trucs de fou un peu. Il faut être les meilleurs des meilleurs techniquement. Je pense que there is more that meets the eye en open source. Puis justement, un peu ton parcours, on pouvait partager un peu off-cam que tu avais fait d'autres trucs en open source. Est-ce que tu voudrais un peu explorer là-dessus qu'est-ce que c'est l'open source pour toi? Comment tu peux t'impliquer autrement ou comment? Ouais, ben, premièrement, la plupart des personnes vont penser que l'open source, ce n'est que du code, ou presque seulement du code. Des gros repos, comme tu disais, des personnes qui sont très techniques, qui font des contributions de code. Ce que j'ai appris à travers le club d'open source, c'est que ce n'est tellement, tellement, tellement pas le cas. En fait, toutes mes contributions que j'ai faites, je n'ai fait aucune contribution de code. Toutes mes contributions que j'ai faites, c'est du no-code, qu'on dit. Il y a tellement de possibilités que tu peux faire. Les gros projets d'open source, ils ont besoin de traduction. Ils ont besoin d'équipes qui vont maintenir le site web, qui vont maintenir un wiki. N'importe qui peut créer un compte sur ce wiki-là, puis corriger les erreurs qu'il y a. Un peu comme Wikipédia, sauf que c'est un projet open source, on comprend. C'est ça, la traduction, on maintient le site web, les wikis, plein de choses comme ça. Ça peut aussi être même organiser des conférences. Ça peut compter comme des contributions à l'open source. Des conférences ou des get-together de toutes les communautés open source. On voit beaucoup ça dans les gros projets. Moi, j'ai travaillé sur Debian, il y en a beaucoup. Des rassemblements de Debian, entre autres la conférence annuelle de Debian, DebConf, où on a présenté notre étude. Fait que c'est ça, toutes ces petites affaires-là, organiser un workshop, organiser une conférence, organiser un get-together, les traductions, tout ça, ça compte comme des contributions de l'open source. Et je dirais qu'une très, très grande partie de l'open source, c'est du no-code. Les gens pensent vraiment que c'est uniquement du code, mais c'est pas le cas. C'est intéressant justement de voir une autre perspective qui vient un peu chambouler les idées préconçues qu'on pourrait avoir sur le sujet. Tu parlais un peu justement de wiki, documentation, traduction. Comment tu t'arrives à dire, est-ce que c'est une initiative personnelle, tu dis je vais le traduire, ou est-ce que c'est la communauté collectivement qui dit bah, ça ce sont les tâches à faire, dont la traduction, dont la documentation, dont... Ben, c'est sûr que tu peux aller sur Internet puis trouver des bugs qu'il y a, que ce soit des bugs techniques ou ça peut aussi être des bugs dans le wiki. Mais je crois qu'à la base, le open source est fondé sur le concept que les utilisateurs vont report les problèmes qu'ils trouvent. Fait que la première étape à être un contributeur, à contribuer à l'open source, c'est vraiment d'utiliser le projet. Si tu n'utilises pas le projet, je comprends pas comment tu peux vraiment être comment tu pourrais contribuer au projet. Fait que la première étape, c'est vraiment d'utiliser, que ce soit un software, un système d'exploitation, peu importe. Et une fois que tu l'utilises, tu vas en trouver des bugs, tu vas en trouver des problèmes. Puis là, l'initiative, c'est de se dire, oh, mais j'ai ce problème-là. Soit je fais juste le report, qui est en soi-même une contribution, report un bug, ou je pourrais, si je me sens confiant, je pourrais juste dire, ok, je vais essayer de régler ce problème-là. Si c'est un problème simple, comme je vois que l'information sur le wiki est passée date, ben ça c'est super facile. Puis il faut prendre l'initiative de régler tous ces problèmes-là. Puis à la base, je crois que c'est vraiment ça l'open source. C'est pas des gourous de la programmation qui font 20 000 contributions par année. Là. C'est vraiment juste des personnes bienveillantes. Ouais, des personnes bien normales de tous les jours qui savent comment reporter des bugs et qui savent qu'ils peuvent s'impliquer à la fin. C'est ça la force de l'open source, c'est justement de travailler ensemble en équipe, de manière distribuée, pour pouvoir atteindre des objectifs plus grands que nous. Justement, pas mettre des barrières corporatives, etc. Donc, je pense qu'en effet, c'est fondamentalement l'implication des gens qui fait vivre l'open source. Si
Est-ce qu'il y avait d'autres choses sur l'open source que tu aimerais partager justement, peut-être avant qu'on transitionne de sujet, des choses que tu aurais pu remarquer, justement un petit shout-out à Floss que tu as mentionné peut-être. On essaiera de mettre les liens en description. Absolument, le Floss Club à Vanier, c'est pas vraiment un club officiel de Vanier, c'est plus une communauté. N'importe qui à Montréal pourrait rejoindre, même en dehors de Montréal. La plupart du temps, on fait des get-together sur l'île de Montréal. Fait que oui, absolument, ça m'a absolument aidé. Les personnes là sont super gentilles, très accueillantes. Ça aide beaucoup à kickstart ta carrière en open source. Que tu veuilles faire du code, maintenir un projet, un repo, ou que tu veuilles simplement aider l'expérience utilisateur. Cool. Je pense qu'il y avait un des trucs aussi qui est hyper pertinent. Je pense que quand on passe à travers le parcours collégial puis universitaire, il y a un peu cette question-là de où est-ce qu'on va aller à l'université, comment se préparer, etc. Tu as fait énormément de travail, tu as eu je vais presque dire la chance, mais c'est pas de la chance, c'est pas été remis à la chance de te sélectionner pour Waterloo. Est-ce que tu voudrais partager un petit peu toi ton processus d'application, tes stratégies, ce que tu as fait, pourquoi Waterloo, un peu tout ça dans ton choix. Ouais, alors, premièrement, ben, Waterloo, depuis plusieurs années, je savais que c'était une excellente université en informatique au Canada, même en Amérique du Nord. Je me disais, c'est ça mon but. Mon but, c'est d'aller à Waterloo. Puis à partir du moment où je me suis dit, le seul but que j'ai à mon cégep, c'est d'être accepté à Waterloo en software engineering. À partir de ce moment-là, tout est réglé. Parce que si on se crée un but aussi précis que ça, je veux être accepté à telle université dans tel programme. Tout ce que tu vas faire dans ces 4 mois ou 8 mois-là, tu vas commencer à penser, tout ce que je fais en ce moment, c'est dans le but d'être accepté à l'université de Waterloo. C'est ça qui s'est passé. Et j'étais vraiment dans ce mindset-là de tout ce que je veux faire, que ce soit des contributions à des clubs, des projets personnels ou simplement combien de temps je mets dans mes études, tout ça, c'est dans le but ultime de recevoir une lettre d'acceptation à cette université-là. Fait que la première étape, vraiment, c'est faire un but précis. À partir de là, tout devrait être réglé. Et du coup, ton processus d'application, ta lettre d'acceptation, est-ce qu'ils sont basés sur tes notes? C'était quoi les critères un peu pourquoi tu dis qu'il y aurait comme, justement, au-delà d'avoir un but, mais est-ce qu'on peut appliquer une stratégie? Est-ce que la stratégie, c'est juste avoir les meilleures notes possibles? Il y a beaucoup, beaucoup de stratégies à utiliser. On penserait que c'est juste, elle est les meilleures notes possibles, puis espère pour le mieux. Non, c'est quand tu as un but aussi précis que ça, tu peux faire beaucoup, beaucoup de recherches. Moi, c'était la seule université qui m'intéressait. J'ai eu beaucoup de temps pour rechercher sur quoi ils se basaient sur les admissions. Ça m'a beaucoup, beaucoup aidé parce que quand tu sais à l'interne comment ça marche et que ton seul but c'est ça, ben, tout ce que tu vas faire, c'est dans la vision d'être accepté dans ce programme-là. Fait que il y a plusieurs stratégies. Je dirais pas que ça s'applique aux autres universités. Peut-être que oui, peut-être que non, mais à Waterloo spécifiquement, oui, c'est beaucoup basé sur les notes, mais tu as aussi des essais personnels que tu dois écrire, où tu vas pouvoir lister toutes tes extracurriculars, tu vas pouvoir donner des détails, les hackathons que tu vas faire, tu peux les nommer. Fait qu'il y a une grosse section là-dessus, mais évidemment, oui, les notes, ça compte. À la fin de la journée, si tu passes à peine tes cours pour un programme aussi contingenté que ça va être difficile. Et du coup, de ce que je comprends dans ton application, ils prennent vraiment le temps de te poser des questions pour apprendre à te connaître, à te découvrir. Puis justement, c'est à travers ça où tu es capable de démontrer que tu as fait des contributions extracurriculaires, des projets personnels, que tu peux démontrer ta passion et que en plus des notes, tu as les outils pour pouvoir aller dans ce genre de programme-là. Oui, absolument. Une affaire très importante qu'on répète toujours, c'est que les personnes qui s'occupent de ça, des admissions, ce qu'ils aiment, c'est quelqu'un qui est motivé et surtout passionné. Si tu joins un club, que c'est juste pour mettre dans ton essai d'admission à l'université, que tu le veuilles ou pas, quand tu vas l'écrire, tu vas pas vraiment avoir l'air aussi passionné. Tu vas avoir moins de choses à dire. Et ça se remarque vraiment. Fait que le but, c'est d'essayer d'être le plus unique possible. C'est de faire des choses qui te passionnent beaucoup parce que de base, les choses qui te passionnent, tu vas avoir beaucoup plus de facilité à écrire à propos de ça. Tu vas avoir beaucoup plus de facilité à montrer à quel point tu es passionné pour le programme de l'université auquel tu appliques. Même si c'est pas nécessairement relié au programme,
c'est toujours, toujours très utile. Wow, est-ce que tu as un peu des chiffres, je sais pas, sur à peu près le nombre d'applicants ou le taux de sélection? Est-ce que c'est des insights que tu aurais pour Waterloo? Je me rappelle pas exactement, mais je crois que le programme de software engineering, ça tournait autour de 5% d'admission, quelque chose comme ça, peut-être un peu moins. Je suis pas exactement certain. Mais oui, il y a beaucoup de personnes au Canada, même un peu aux États-Unis, même qui savent que c'est une si bonne école en Amérique du Et Nord. qui appliquent. Ouais. Je trouve que ça démontre d'autant plus l'énergie que tu as dû déployer pour être accepté. Ce qui est une bonne chose. Je pense que des fois, les gens, d'un point de vue externe, ils peuvent juger le travail qui est mis. Mais je pense qu'à l'inverse, il faut aussi reconnaître et encourager cette énergie-là et cette passion-là de savoir ce qu'on veut dans la vie, puis de s'en donner les moyens. Je trouve que tu le fais brillamment. Justement, on a eu j'aurais aimé ça un peu, peut-être. Est-ce qu'il y avait d'autres choses sur Waterloo que tu aimerais partager dans tes tips and tricks, des choses qui t'ont aidé? Waterloo spécifiquement, peut-être que ça va s'appliquer à certaines personnes qui espèrent être acceptées, mais comme je l'ai dit, il y a beaucoup de stratégies. Et quand tu commences à regarder sur Internet comment les admissions marchent à l'interne, tu vas pouvoir vraiment te baser, tu vas pouvoir baser toute ta vie sur combien de temps je vais mettre sur mes études versus combien de temps je vais mettre sur mes extracurriculaires. Par exemple, ce que tu apprends quand tu fais quelques recherches sur les programmes de génie à Waterloo, c'est que les cégeps de base, ils savent que les notes sont très basses comparées au high school en Ontario. Fait qu'ils vont te donner un bonus assez haut comparé aux autres personnes qui appliquent d'Ontario, parce qu'ils savent qu'un 70 au cégep, ça vaut pas un 70 en Ontario. Ça vaut peut-être un 80 en Ontario. Fait que avec ça, ça te permet d'avoir un profil très, très impressionnant. Parce qu'ils voient, oh, tu as une excellente moyenne, mais c'est au cégep. Donc, une excellente moyenne au cégep, c'est une moyenne parfaite ou plus que parfaite en Ontario. Donc, plein d'affaires comme ça, de stratégies que tu vas seulement découvrir si tu fais assez de recherche là-dessus. Je crois que ça s'applique aussi à la recherche d'emploi. Il faut que tu commences à apprendre sur la compagnie pour savoir, pour essayer d'optimiser ton application. Moi, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Pour l'université à Waterloo, là, spécifiquement, c'est beaucoup de stratégie, beaucoup de recherche, puis savoir qu'est-ce que je fais pendant mes 4 mois, mes 8 mois au cégep pour maximiser mes chances d'être accepté. Bon, ben, en tout cas, encore félicitations pour Waterloo, c'est incroyable. Je pense que tout le monde pourrait être fier de ce que tu as pu accomplir pour te rendre jusque-là. J'ai juste hâte de voir un peu la suite à ce niveau-là. Justement, si on en profite un peu pour explorer un peu plus notre relation, comment on s'est rencontrés, la chance qu'on a eu de travailler ensemble. En tout cas, j'ai eu beaucoup de chance à travailler avec toi. J'espère que tu en as eu énormément aussi. Justement, un peu, est-ce que tu voudrais partager un peu comment on s'est rencontrés, un peu les débuts ensemble de notre relation, puis ce que ça a pu donner par la suite, cette collaboration-là? Ouais, alors, je crois, corrige-moi si j'ai pas raison, mais je crois que la première fois qu'on s'était rencontrés, c'était pas un hackathon. En fait, moi, j'avais déjà vu sur LinkedIn ton profil, je crois qu'on était déjà connectés. Fait que je voyais passer des posts de tel de temps à autre pendant que j'étais en train de construire mon profil LinkedIn. Mais on s'est vraiment rencontrés en personne sans vraiment savoir qui tu es en particulier à un hackathon. C'était Mary Hacks à Marianopolis, où tu étais là en tant que mentor. Fait que c'est là qu'on s'est rencontrés. J'ai même profité beaucoup de ton aide dans notre projet. Ça nous a aidé d'avoir une bonne performance à ce hackathon-là. Ton aide que tu m'as offerte. Puis après ça, ce qui s'est passé, c'est que je t'ai texté sur LinkedIn. On a connecté. On s'est parlé un peu. Puis au final, j'ai commencé à travailler sur TELD cet été. Puis j'ai absolument adoré ça. J'ai fait des choses que j'adore. Et du coup, je serais curieux, je veux dire, c'est sûr que je suis peut-être pas la personne la plus objective pour avoir cette conversation-là, mais pourquoi tu t'es dit, ah, j'ai mon été qui s'en vient, pourquoi contribuer à la mission TELD, etc. Genre, c'était quoi tes motivations derrière et pourquoi tu l'as fait de ton côté? Ben, il y a des motivations stratégiques, il y a aussi des motivations émotionnelles. Les motivations stratégiques, c'est que je me disais,
si je travaille en informatique à une très très petite compagnie, que c'est peut-être 2, 3, 4 personnes qui travaillent sur le projet, je vais avoir un très très gros impact. Puis ça, c'est toujours bien. Avoir un bon impact, ça va t'aider à apprendre, évidemment. Ça va t'aider à apprendre, mais ça va aussi t'aider à avoir un meilleur profil dans tes prochains emplois dans le futur. Il y a aussi un autre aspect complètement différent, que c'est la motivation émotionnelle. C'est, est-ce que tu regardes ça, puis juste en voyant la page, la mission, les personnes, est-ce que j'ai le goût de travailler là? Là, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient dans la même situation que moi, qui étaient au cégep, qui faisaient des stages chez Teld. Puis je t'avais déjà rencontré à un hackathon, puis tu avais l'air d'une super personne. Ça, c'est sûr que c'est une autre grosse motivation, c'est une autre grosse raison pour travailler ici. C'est gentil, j'apprécie les compliments. Et du coup, un petit peu pour rebondir sur ce que tu as dit, je pense que sur l'aspect stratégique, c'est vrai que travailler dans des plus petites structures, en dehors de telles de manière générale, c'est quelque chose d'hyper gratifiant. Tu as l'occasion de toucher à tout, ou en tout cas, c'est tu peux pas t'en sortir en faisant moins. C'est un peu un contexte. On est dans l'autre extrême d'une petite structure. Là, ben, on est dans le contexte start-up, donc c'est sûr que des choses à faire, c'est pas ça qui manque. Et justement, pour rebondir un peu sur ce que tu as dit, je t'ai vu aller, tu as pu toucher à énormément de trucs différents, tu as pu contribuer et vraiment mettre pas juste une brique dans l'édifice, mais tu as pu carrément construire un mur, une fondation, si je peux me permettre. Donc, je trouvais ça impressionnant à voir de ta part. Puis, je pense que il y a carte blanche. Corrige-moi si je me trompe, mais justement, c'est aussi l'opportunité pour toi d'explorer les technologies que tu aimais et de remplir un peu le pipeline de fonctionnalités, un peu de choses à faire pour le projet. Oui, absolument. Dans un environnement aussi libre, aussi peu construit, qui est autant dans les fondations en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup de libertés à avoir. Des libertés personnelles ou des libertés qu'on prend en équipe, que ce soit la tech stack ou que ce soit vers quoi qu'on se dirige en général en tant que compagnie. Fait que cette liberté-là que tu as en travaillant non seulement dans une petite équipe où ça donne de la liberté, mais aussi de travailler sur un projet qui vient juste de naître, c'est très gratifiant. C'est pas du tout la même chose que de travailler ailleurs dans une compagnie de taille moyenne ou peu importe. Là. C'est complètement différent. Tu apprends des skill sets vraiment différents qui sont aussi importants que les skill sets que tu apprends mettons, dans une compagnie de taille moyenne. Du coup, admettons, si on fait un peu l'avocat du diable ou qu'on essaie un peu d'exposer tous les avantages et les inconvénients, ce serait quoi les inconvénients que tu as pu remarquer par rapport à justement ton expérience? Puis, les trucs, tu diras, bah, si vous n'êtes pas de ce type de personnalité-là, c'est peut-être pas fait pour vous, ou en tout cas, ça aurait pu ne pas marcher pour toi dans un autre contexte. Ben, premièrement, dans des petites équipes, ça se voit vraiment beaucoup si tu ne travailles pas. Faut le dire. Faut que tu sois motivé parce que dans une aussi petite équipe, que ce soit le Floss Club ou que ce soit à Teld, avec le temps, tu deviens une partie intégrale de l'équipe. Tu deviens une partie intégrale de c'est quoi que le projet va devenir. Tu vas prendre des décisions très, très importantes sur c'est quoi le futur. Fait que t'as comme pas le choix d'être là. T'as pas le choix d'être vraiment impliqué dans ta vie au complet là-dedans. Ce qui est un avantage, mais aussi un inconvénient. Des fois, on a besoin de repos. On a besoin de prendre ça mollo pour un petit peu de temps, mais c'est peut-être un peu dur de faire ça dans un groupe aussi petit. En tout cas, j'espère que j'ai apporté la flexibilité pour pouvoir, en tout cas sur le projet, avoir l'occasion d'avoir du repos. Mais c'est vrai que c'est un trait de caractère qui est hyper important d'être le grit un peu et la passion dans un projet où justement c'est une petite équipe, tout le monde a besoin de faire l'effort de guerre ou de participer à l'effort. Ça vient avec justement la gratification aussi de... Moi, je suis quelqu'un qui croit beaucoup à l'esprit d'équipe, le sport, etc. Puis Sweat and Tears, c'est quelque chose qui me rejoint beaucoup. Alors, en tout cas, j'essaie d'apporter un environnement pour tel, en tout cas, de work hard, play hard, le plus possible. Mais c'est sûr qu'il y a des personnes où ça va peut-être moins s'appliquer le Sweat and Tears. Mm-hmm. C'est pas pour tout le monde. C'est même, ça pourrait s'appliquer à plusieurs personnes, mais il y a aussi le contexte. Peut-être que tu es prêt à donner autant dans un certain projet, dans une certaine ère de ta vie, mais peut-être que dans une autre ère de ta vie, genre dans l'ère professionnelle, tu
t'es un peu moins prêt à faire ça. Puis ça, c'est vraiment quelque chose de personnel à chacun. Ouais. Un des gros inconvénients que je peux voir justement d'une structure comme la nôtre ou des petits groupes, c'est que des fois, les difficultés que j'ai vu les personnes avoir, c'est surtout autour de l'organisation. Donc le fait d'être dans un plus petit groupe, une plus petite structure, on n'a pas nécessairement la rigueur d'être très structuré, ce qui est une force aussi, d'avoir de l'agilité. Mais c'est vrai que si j'ai pu remarquer dans le passé, il y a des gens qui aiment avoir un backlog de tâches, qu'on leur dise quoi faire. C'est rassurant, justement, d'avoir un input contrôlé ou un output contrôlé. Et c'est vrai que c'est tout le contraire de ça dans un environnement de start-up, là. Non, c'est... J'ai vécu ça first-hand. Pendant 1, 2, 3 semaines, j'étais sur un projet qui était très isolé. Un projet de AI, de ranking d'applicants sur des jobs. Et pendant ces 3 semaines-là, j'étais très isolé. J'étais pas du tout sur le projet principal. Ça allait être utilisé sur le projet principal, mais c'était pas du tout relié à ce que tout le monde faisait. Puis après 2 semaines, après 3 semaines, c'était dur de revenir. Ça avait tellement changé juste à l'intérieur de 2 ou 3 semaines, que ce soit les personnes qui s'impliquent le plus, que ce soit la code base elle-même, tout a changé. Puis faut être prêt à s'adapter vraiment rapidement si tu travailles isolé et que tu veux revenir. C'est, je pense que je réitère un peu ce qui a été dit au début, mais juste pour fermer un peu la parenthèse sur tel, c'est vraiment pas trop le sujet que j'ai envie de développer aujourd'hui, mais c'est plus d'en apprendre plus sur toi. Je suis énormément gratifiant de tout ce que tu as pu contribuer sur le projet. Puis la seule chose que j'ai hâte, c'est que bon, là tu commences Waterloo, mais c'est de se positionner comme il faut pour pouvoir recollaborer le plus tôt possible ensemble. Alors, encore un gros merci pour ça, Justin. C'est très, très, très apprécié. Absolument, merci à toi. J'aurais pas pu avoir mieux comme expérience cet été. C'est vraiment un très bon kickstart un très bon kickstart à ma carrière. Si on fait une transition un petit peu justement sur les prochains sujets, là on arrive sur Waterloo. Il y a de l'inconnu un peu, j'imagine, peut-être un peu de stress ou de l'excitation. C'est quoi un peu, qu'est-ce qui t'attend? Qu'est-ce que tu as hâte de découvrir? Qu'est-ce que ton avenir te réserve pour toi, Justin? Beaucoup d'inconnus. Personnellement, là, sincèrement, je me sens pas vraiment prêt. Je pars dans 2 jours, je me sens pas prêt. C'est vraiment quelque chose de gros que je sais pas si je vais pouvoir m'adapter en 2 jours, là. Ça va vraiment être un choc, c'est sûr. Mais en termes de ce que j'ai le plus hâte, c'est surtout le programme de coop. C'est une affaire que Waterloo est très, très populaire pour. C'est une des plus grandes forces de Waterloo. Même, je dirais, si Waterloo, le programme de génie informatique, est aussi reconnu aujourd'hui, c'est à cause du programme de coop. Fait que, aller travailler à chaque 4 mois, abandonner ta chambre de résidence ou ton appartement, aller peu importe c'est où, que ce soit dans la ville de Waterloo, à Toronto, à Montréal, aux États-Unis, je sais pas qu'est-ce qui m'attend. Puis c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment hâte de vivre, de partir à chaque 4 mois, travailler, puis de revenir après 4 mois à l'école. Est-ce qu'il y a des spécialités ou des cours en particulier que tu dis, ah, j'ai hâte de les faire à Waterloo? Ben, c'est sûr, les cours de 3e et 4e année, c'est ceux qui vont m'attirer le plus parce que les cours de 1re, de 2e année, il n'y a pas beaucoup de choix. Surtout dans les programmes de génie, t'as pas tant de choix de cours, c'est vraiment la base. Tout Ouais, le monde maths, fait. physique. Ouais, c'est ça. Tout le monde fait à peu près la même affaire. Moins de programmation, moins d'aspects techniques, plus de maths, puis de physique, puis de sciences. Fait que c'est sûr que où tu peux te spécialiser le plus, puis apprendre des affaires que t'aimes beaucoup plus personnellement, c'est surtout dans les cours de dernière année. Alors, on rentre un peu sur la section fun que j'aime énormément faire avec les invités, la section que j'appelle Pop Quiz. Une série de questions, pas nécessairement besoin de répondre rapidement, mais c'est des questions à choix A ou B. Il y a pas vraiment, c'est très booléen. Puis je suis curieux d'avoir un peu ton take là-dessus, apprendre plus à te découvrir à travers tout ça. N'hésite pas à étendre les réponses si tu as envie, si tu le souhaites. Sinon, on peut passer à la prochaine question. La première que j'aime bien poser, est-ce que tu es plutôt introverti ou extraverti? Je suis très introverti. C'est quelque chose que je veux travailler dessus. Des fois, c'est un avantage, des fois, c'est un inconvénient. Je crois que c'est le cas de beaucoup de personnes en informatique, mais je trouve certaines personnes avec qui m'exprimer beaucoup plus, puis le reste des personnes, c'est un peu plus difficile pour moi.
Cool. Est-ce que tu te considères plus un lève-tôt ou un couche-tard? Très, très, très couche-tard. J'ai bonne anecdote là-dessus. Pendant que j'étais en train de programmer mon projet préféré, qui était l'émulateur de la NES que j'ai parlé un peu plus tôt, projet que j'adorais tellement. En fait, je l'adorais tellement que ça impactait ma vie un peu beaucoup. Ce que je faisais, c'est que je revenais de l'école, j'étais au secondaire dans ce temps-là. Je faisais mes affaires, je faisais mes devoirs, puis après, à peut-être 9 heures le soir, je m'asseyais devant mon ordi, puis j'ai commencé à lire des pages et des pages complètes de documentation sur la NES. Parce qu'on s'entend, pour développer un projet comme ça, ce qu'il faut faire avant tout, c'est de comprendre comment ça marche. Fait que apprendre comment un ordinateur, comment ça marche, cette console-là, ça a pris beaucoup de temps. Des heures et des heures de plaisir à lire des vieux documents des années 80, des années 90, de personnes comme moi qui voulaient découvrir comment ça marche. J'ai passé beaucoup d'heures là-dessus, puis des fois, je me couchais à des heures pas possibles. Est-ce que dans un environnement de travail, tu es plus en personne, hybride ou remote? Cet été, j'ai eu la chance de travailler en remote. J'adore ça. J'aimerais ne plus jamais travailler en personne de toute ma vie. C'est sûr, il y a des avantages, mais remote. Nice, nice, nice. T'es plutôt sport ou jeux vidéo? Ça va être très stéréotypé, mais jeux vidéo. Du coup, tu parlais de NES. Est-ce qu'il y a des jeux en particulier que tu aimes beaucoup? Ces derniers temps, j'ai découvert le jeu Civilization 6, un jeu de stratégie que tu commences une civilisation en 4000 ans avant Jésus-Christ, puis tu finis la partie en 2050, puis il faut que tu bâtisses ton empire. J'adore ça, c'est très addictif. Je recommande, mais en même temps, je recommande pas parce que tu vas perdre beaucoup de temps. Les parties durent genre 10 heures, fait que c'est ça. Wow. J'imagine que tu dois un peu apprendre sur l'histoire en même temps. Ah, pas tant. Il n'y a rien pour justifier la perte de temps. Là. Ben, c'est Le plaisir. un petit peu, là. T'as des références culturelles, mais je mettrais pas ça dans un cours d'histoire. Tu joues pour la stratégie et le plaisir. J'y joue parce que j'y suis addicté. Plutôt livre ou film? Très livre. J'ai beaucoup lu au primaire. Pris une pause, là, je commence à lire beaucoup de non-fiction. Fait que ce soit des biographies ou des livres de science, des choses pour apprendre dans la vie. Pas que j'aime pas la fiction, mais je trouve que tu apprends beaucoup plus avec la non-fiction. Plutôt café ou thé? Je bois pas de café. Ça, c'est... tu sais déjà ça, mais je suis très fier de ne pas boire de café parce que je le garde pour le moment où je vais vraiment en avoir besoin. Peut-être à Waterloo, peut-être dans les sessions... Peut-être pas, j'espère pas, mais peut-être que je vais en avoir besoin pendant les sections d'examen, puis je veux ne pas être déjà habitué. Je veux que ça ait un bon effet, un bon kick. Plutôt vacances à la mer ou en nature? Nature. Très nature. Plutôt chat ou chien? Ah! La question aussi vieille que l'humanité, chat. Bon, certaines personnes vont pas m'aimer pour ça, mais je trouve que les chiens, ça sent pas bon. C'est pas mal la seule raison, ouais. Pourtant, je trouve que c'est vrai que ça sent fort un chien, potentiellement, là, mais moi, j'aime bien l'odeur d'un chien aussi. Mais j'adore les chats. Je suis un grand fan de chats, personnellement. Alors, mais je te rejoins là-dessus, les chats. Big cat lover. Plutôt salé ou sucré? Bonne question, ça. J'ai jamais vraiment pensé. Je dirais sucré. Je sais pas pourquoi. Plutôt vie citadine ou en campagne? Vie quoi? Vie citadine en ville? Citadine, j'avais entendu citadine. Citadine, simplement parce que j'ai jamais vraiment vécu la vie en campagne. Plutôt repas fait maison ou aller au restaurant? Ah, ça c'est maison tout le temps. Même si la seule raison c'est que ça coûte moins cher, c'est une assez bonne raison pour moi. J'adore cuisiner maison. On parlait de gratification sur les projets open source, mais faire des repas maison, c'est hyper gratifiant. C'était un peu la fin du pop quiz pour cette section-là, Justin. Merci beaucoup pour cette ouverture et à toi-même, cette honnêteté à travers les réponses. On a l'occasion d'en apprendre plus sur toi.
On va revenir un peu sur une question que j'ai commencé à ouvrir avec toi, mais c'est comme la deuxième section après le Pop Quiz que j'adore poser. J'ouvre une capsule temporelle. Justin, dans 5 ans, il fait quoi? Qu'est-ce qu'il mange le matin? Je sais pas, mais c'est quoi Justin dans le futur? Qu'est-ce qu'il mange le matin? Ça, c'est une question très intéressante. J'ai bien peur que ce que je vais manger, c'est du gruau avec de l'eau chaude à chaque matin, avec rien d'autre. J'ai bien peur parce que l'université, ça coûte cher. Ouais, je comprends. Mais ça, c'est une vraiment dure question. Surtout, je dirais surtout à Waterloo en programme de coop parce que ça peut tellement changer ton expérience par rapport à quel emploi que tu as à chaque 4 mois. Fait qu'il y a vraiment 1 milliard de possibilités où je pourrais être. Ce que j'espère, j'ai aucune idée si ça va se passer, mais ce que j'espère, c'est avoir commencé beaucoup à me spécialiser dans le low level, dans le sûrement embedded programming. Pas nécessairement toucher à du hardware directement, mais vraiment quelque chose de low level. C'est quelque chose que depuis très longtemps, c'est ce que je préfère de très loin dans toute la programmation. Est-ce que, en étant un peu beaucoup d'inconnus encore pour le futur, surtout d'ici 5 à 10 ans, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais tu parlais de low level. Est-ce qu'il y a des compagnies qui t'attirent particulièrement en low level, que tu aimes bien ce qu'ils font J'ouvre la question, mais pas obligé d'avoir. Réponse poche, non. Non? Non, je connais pas encore assez L'industrie ouais, ou les l'industrie. compagnies qui se démarquent, qui pourraient t'attirer. Ouais, j'ai l'impression que je suis pas encore assez expérimenté pour répondre à ça. Nice, super. On arrive un peu à la fin du podcast, de l'épisode. Est-ce qu'il y a des shameless plugs, des ressources que tu aimerais qu'on partage, aussi bien pour toi, pour la communauté, pour l'audience qui nous écoute? Premièrement, on en a parlé beaucoup, mais le club de Floss à Vanier est excellent. Et je fais juste dire que si quiconque veut être accepté à Waterloo, j'ai beaucoup d'informations sur comment optimiser le processus d'admission. Il y a beaucoup d'informations trouvées sur Internet, de l'information qui est pas mal dure à trouver. Fait que, Tant qu'à faire, tu es une bonne personne ressource pour ça, autant en profiter. ouais, c'est ça. La meilleure manière pour te joindre à travers LinkedIn, peut-être? Ouais, LinkedIn, absolument. Justin Bax. On mettra ça aussi dans la description. Cool, ben un grand merci Justin. Merci à toi, c'était vraiment le fun de pouvoir parler de tout ici. Super, on se retrouve pour le 6e épisode. Si vous avez envie d'être invité sur le podcast, faites juste nous shoot un message, ce sera avec plaisir de vous accueillir, parler des sujets qui vous passionnent. Ça peut aussi bien être vous étudiant que vous employeur, on aimerait avoir les deux côtés de la table, alors vous êtes toujours les bienvenus. Puis on se retrouve très prochainement.